Est-ce que vous saviez qu'Omerta avait une application mobile sur laquelle vous pouviez retrouver tous nos contenus exclusifs? Pour s'abonner, c'est pas compliqué. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau grand entretien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Benoît Perrin, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler économie, pour parler fiscalité. Début novembre, Contribuables Associés a publié sur YouTube un documentaire baptisé 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite. 3000 milliards, il s'agit de la dette publique française à la fin de l'année 2023. Comment en est-on arrivé là ? Alors ce qu'il faut bien comprendre sur la dette, c'est que c'est quelque chose de finalement assez simple. Depuis des années, donc en l'occurrence depuis 50 ans, les élus n'ont pas voté un budget à l'équilibre. Donc le dernier budget de l'État voté à l'équilibre remonte à 1974. Donc depuis 1974, on accumule tous les ans un déficit, c'est-à-dire un écart entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Et quand vous additionnez tous ces déficits, eh ben vous arrivez à ce fameux chiffre de 3 000 milliards. Donc très concrètement, c'est comme si un ménage vivait depuis plus de 50 ans à découvert, comme s'il gagnait tous les mois 2 000 euros et qu'il en dépensait 2 600. Et donc du coup, l'écart, est très simplement, il se tourne vers la banque pour justement continuer à assurer son train de vie. Et donc du coup, depuis 50 ans, la France n'a pas les moyens d'assurer son train de vie et donc se tourne vers les marchés financiers pour justement compléter cet écart. Je vous donne cet écart entre 2 000 et 2 600 euros. C'est vraiment exactement cet écart-là, c'est-à-dire que vous avez 30% à peu près d'écart entre ce que dépense l'État et les recettes qu'il perçoit. Donc c'est une situation qui est tout à fait catastrophique. Un responsable de famille équilibré, on va dire, aurait déjà mis fin à ce système depuis bien longtemps. Sauf que nos responsables politiques, nos hauts fonctionnaires continuent à endetter les générations futures et avec une courbe de la dette qui ne fait que monter et avec en plus une préoccupation qui est assez amusante, c'est-à-dire qu'on voit dès lors qu'un Premier ministre est nommé, très rapidement, il parle de la dette, notamment dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, dans le film, on le montre très bien. La succession des premiers ministres ou des présidents de la République qui succèdent, à chaque fois, ils disent la même chose. On va arrêter de dépenser, il faut absolument qu'on rationalise l'argent des Français, il faut absolument qu'on arrête notre dépendance vis-à-vis des marchés financiers. On ne peut plus continuer ainsi. Et pourtant, le drame continue. Vous avez une courbe tout à fait exponentielle depuis 50 ans. Et je crois que désormais, il est temps d'y mettre fin. Alors, avant de poursuivre sur ce sujet qui est passionnant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Contribuables Associés, ce que vous faites ? Alors, Contribuables Associés est un groupe de pression qui a été lancé en 1990 et qui a pour objet de promouvoir auprès des décideurs, donc que ce soit des élus ou de l'administration, une gestion économe de l'argent public. Donc en fait, on est le lobby en quelque sorte de l'économie. C'est-à-dire que nous, quand on va voir des décideurs, d'ailleurs ils sont très surpris, on ne demande pas plus d'argent, on ne demande pas plus de moyens, on ne demande pas plus, en fait on demande moins. C'est-à-dire que très concrètement, on demande simplement à ce que l'argent des Français, qui est donc aujourd'hui confié aux élus, puisqu'en fait quand on vote pour des élus, très concrètement, on leur donne en quelque sorte une partie de l'argent qui nous est prélevé. Donc c'est eux qui décident de l'argent qu'on leur confie. Donc c'est pas leur argent. Ça, c'est important parce que c'est un discours qu'on a l'habitude de tenir auprès des élus et qui sont aussi un peu surpris. On dit toujours c'est l'argent de l'État. Non, c'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable français. Qui, par son travail, l'argent des Français, exactement. Qui, par leur travail, par leurs achats, on va y revenir, contribuent au financement global de l'État. Et donc notre objectif, c'est vraiment de faire pression pour éviter les gaspillages, pour baisser la dépense publique, pour baisser les impôts des Français et des entreprises. Et pour ce faire, on a plusieurs armes. On a bien sûr de travail législatif, donc on va au Parlement, on organise des colloques, on va voir des députés, on essaie de les convaincre, on leur propose des propositions de loi. Donc ça, c'est le travail au Parlement auprès des élus. On publie aussi des études. La dernière est sur le coût de l'immigration. La prochaine sera sur ces propriétaires qu'on assassine, puisqu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le propriétaire est devenu une vache à lait pour l'État. Un certain nombre d'études qu'on va défendre dans les médias. Par ailleurs, on est très régulièrement invité dans les médias pour justement être le porte-parole des contribuables en France. Et puis, on fait des campagnes de mobilisation sur le terrain, des campagnes de mobilisation en ligne. Et puis, notre dernière arme, vous en avez parlé, c'est la production d'un film, la réalisation d'un film qui dure 1h40 sur la manière dont est géré l'argent des Français. Film qui a rencontré un grand succès puisqu'aujourd'hui 1,5 million de Français l'ont déjà vu.
tout ça sans budget publicité, sans agence de com, sans rien, simplement parce que le film a été viral et on a la chance dans ce film d'avoir des personnalités comme Édouard Balladur, comme Charles Prats ou encore François Eccal, qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes, et qui explique justement les différents mécanismes pour expliquer de manière presque didactique et sous forme presque de thriller la manière dont l'État, au sens général, gère l'argent des Français. Justement, comment est venue l'idée de ce film au départ? Comment vous êtes dit, on va faire un documentaire pour parler de la dette publique de l'État? Alors c'était assez ambitieux effectivement. Je vous ai parlé des armes traditionnelles des groupes de pression qu'on a utilisées, qu'on continue d'utiliser. On va bientôt organiser un nouveau colloque à l'Assemblée nationale pour encore une fois sensibiliser les élus à la défense de l'argent des contribuables français. Et on s'est dit, voilà, aujourd'hui un vecteur de pression, c'est naturellement Internet et c'est des vidéos qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Et on s'est dit, voilà, sur 1h40, on va essayer d'expliquer simplement aux Français, c'est un reportage que même qui est projeté dans des salles, on a parfois des messages de professeurs d'économie, trop rares malheureusement, mais qui existent, qui n'ont pas forcément une vision collectiviste de l'économie et qui le montrent à leurs élèves. C'est un film qu'on peut voir en famille. Bref, on voulait faire un film vraiment grand public, qui n'est pas du tout technique, qui est vraiment qui explique les choses, je crois, le plus simplement possible. Sur plusieurs thématiques d'ailleurs. Vous parlez des agriculteurs, du système de santé également, des services publics. Vous parlez d'énormément de choses. Exactement. L'objectif, c'était d'embrasser le maximum de sujets. Alors, évidemment, en 1h40, on ne peut pas tout voir. Mais c'est suffisamment rythmé, je crois, pour maintenir le spectateur en haleine et surtout pour brasser, je crois, les thématiques qui sont les plus importantes. Vous avez dit la dette, qui est la conséquence de politiques dramatiques en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de collectivité locale, de millefeuille administratif. Bref, on essaie de brosser, pour nous en tout cas, les grands scandales de gestion d'argent public. Vous parliez tout à l'heure de baisse d'impôts, en tout cas d'imposition. Alors selon l'édition 2023 des statistiques des recettes publiques publiées par l'OCDE, la France est championne du monde des impôts, ça ne s'invente pas. Les taux de prélèvement obligatoire représentent 46,1% du PIB. Aujourd'hui, pourquoi paye-t-on autant d'impôts ? Alors, on est champion du monde, c'est vrai. Alors, on est quand même il y a un petit match quand même avec la Corée du Nord. Donc, on est effectivement très haut en termes d'imposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné encore l'année de 2021 à 2022, on a gagné 1 point. En termes de prélèvement obligatoire. C'est-à-dire qu'on est passé en gros de 44,5% à 45,3%. Si on compare les impôts qui sont prélevés à la richesse créée par les Français, donc en gros le taux de prélèvement obligatoire sur le taux de PIB, on arrive à des scores que vous venez de décrire qui sont énormissimes. Et ce qui est très particulier en France, c'est que non seulement on a des impôts élevés, on a une dépense publique, là aussi vous ne l'avez pas encore précisé, mais on est les champions du monde des impôts, on est les champions du monde des prélèvements obligatoires, de la dépense publique, excusez-moi, ce qui est finalement lié. On a une dépense publique qui est énorme, quasiment 60% du PIB. Donc 60% de la richesse créée par les Français est dépensée pour le fonctionnement traditionnel de l'État. Et on a, en face de ça, et c'est logique, des impôts qui sont très élevés. Pourquoi on a des impôts très élevés ? Parce qu'on doit justement financer les dépenses de l'État qui sont de plus en plus importantes. Jamais dans l'histoire de France, quasiment, on a dépensé autant. Et cette courbe est aussi croissante. On parlait tout à l'heure de la croissance de la dette, mais la croissance des dépenses publiques, elle est exponentielle. Et là aussi, on est champion du monde. Avec une dépense qui est, pour aller très vite, 50% de la protection sociale, 50% du fonctionnement de l'État. Vous parlez de dépenses publiques. La France a d'ailleurs été épinglée par Bruxelles sur cette question des dépenses publiques. Est-ce que la France pourrait un jour payer cette question des dépenses publiques ? Est-ce qu'elle le paye peut-être déjà ? Et est-ce que les Français pourraient-ils encore en faire plus les frais ? Alors la difficulté de la dépense publique, c'est qu'en fait, il n'y en a jamais assez. C'est-à-dire que quand on dit aux gens, voilà, l'État peut prendre en charge tel ou tel service, tout le monde dit oui, évidemment, puisqu'on n'est jamais insatiable de choses, de services qu'on estime être gratuits. C'est comme si vous êtes un maire, vous allez dire à vos habitants je vous propose qu'on construise une piscine dans notre village ou dans notre ville. Il y en a peu a priori qui vont être opposés. En revanche, il leur expliquait on va créer cette piscine. Seulement, ça va vous coûter, mettons, 100 € d'impôts en plus chaque année. Donc, vous faites finalement la transparence sur les coûts.
Eh ben là, a priori, les gens vont être un peu moins enthousiastes, on va dire, sur la création de cette piscine. Et c'est ça le véritable enfumage, en quelque sorte, des élus, c'est qu'on manque de transparence sur les dépenses de l'État. Et donc, du coup, les Français... Et donc, du coup, il crée une espèce de nuage de fumée qui fait que les Français n'ont pas toujours conscience des coûts des services publics. Et donc, du coup, comme la demande de services publics est insatiable, et ben en fait, on va toujours plus loin. Sauf qu'on oublie de dire qu'en fait, ces dépenses sont financées non seulement par des impôts de plus en plus importants, et en plus, on en a parlé tout à l'heure, par du déficit public. Autrement dit, aujourd'hui, la France, et il faut le dire aux Français, n'a plus les moyens d'assurer le train de vie qui est le sien aujourd'hui. On entend souvent dans les médias les politiques dire il faut qu'on dépense moins. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Pourtant, quand on regarde les annonces qui sont faites, on a l'impression que on veut apporter toujours plus au service public. Où est-ce que finalement où est-ce qu'il y a eu un raté à un moment donné ? On a l'impression que tout explose, mais que derrière, c'est compliqué. En fait, les Français ont bien conscience en plus de ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on demande aux Français, on a fait un sondage avec l'IFOP il y a quelques mois, avec Jérôme Fourquet, qui montrait bien que 2/3 des Français estimaient qu'ils payaient trop d'impôts, mais surtout que 2/3 des Français qui expliquaient qu'en plus, les services publics se dégradaient, notamment dans les transports, en termes de sécurité, dans les hôpitaux évidemment. Et en fait, c'est ce qui est le plus exaspérant en fait. C'est-à-dire que tout le monde a conscience de payer beaucoup d'impôts, mais vous allez me dire, si en face, on avait un service public qui fonctionnait correctement, et non seulement qui fonctionnait correctement, mais surtout qui fonctionnait sur des thématiques importantes. Très concrètement, un des fondements du consentement à l'impôt, autrement dit, pourquoi on est d'accord pour payer de l'impôt, c'est d'abord pour assurer notre sécurité. C'est d'abord pour que la justice fonctionne. C'est d'abord pour avoir notamment une école qui fonctionne. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'État, et c'est ça le vrai problème de l'État, c'est qu'en fait, il saupoudre d'argent public un peu tout. On remet toujours plus d'argent. On remet toujours plus, et on ne se concentre pas sur, je crois, les sujets qui sont importants. Typiquement, l'exemple de la sécurité. Pour vous demander un chiffre très simple, sur 1 000 € de dépenses publiques, et ça c'est un chiffre qu'on ne donne jamais, sur 1 000 € de dépenses publiques, il y en a seulement 60 € sur 1 000 € qui sont consacrés aux fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, justice et affaires étrangères. Donc autrement dit, on dépense aujourd'hui beaucoup d'argent, notamment dans la sphère sociale, c'est quasiment 60% du budget de l'État qui est consacré à la protection sociale, et sur des fonctions qui sont essentielles. On vient donc, encore une fois, les fonctions régaliennes, on dépense très peu. Je vous prends un exemple tout bête, là, qui a été décidé en novembre dernier. Le gouvernement a décidé maintenant d'attribuer une prime aux Français qui vont faire réparer leurs pulls, leurs pantalons, leurs chaussures. Sous prétexte d'écologie, parce que l'écologie sert aussi très souvent de prétexte pour taxer. Alors là, cette fois-ci, l'écologie est un prétexte pour encore augmenter la dépense publique, puisque si vous allez dans des magasins agréés, donc il y a bien des fonctionnaires en plus qui agréent les magasins, et qui contrôlent que le travail est correctement fait. Si vous allez dans certains magasins, vous avez droit à des primes, 8 €, 12 € en fonction d'une fermeture, d'une double fermeture éclair, d'une simple fermeture éclair, d'un certain nombre de critères qui sont kafkaïens. Eh bien, vous avez de l'argent public qui est encore dépensé. Donc le Français qui va pour réparer sa chaussure, il est content, il se dit « Ah bah c'est génial, j'ai une prime de réparation ». Sauf qu'en fait, cette prime, il la paye déjà par les impôts monstrueux qu'il paie. Et en plus, deuxième effet qui se coule, on s'est aperçu que plus vous subventionnez des produits, plus, comme par hasard, les prix augmentent. C'est-à-dire qu'en fait, les commerçants ont augmenté leur prix de même proportion que la prime qui est versée aux Français. Donc c'est un système qui est, encore une fois, kafkaïen. Vous déversez des tombereaux d'argent public avec une efficacité qui est ridicule. Alors qu'on devrait, je crois, se concentrer sur les véritables préoccupations des Français, et notamment, naturellement, sur l'augmentation du pouvoir d'achat, qui est évidemment largement obérée par des charges qui sont de plus en plus importantes sur les Français et sur les entreprises. On le voit aujourd'hui avec la crise des agriculteurs. Justement, vous parliez il y a quelques secondes des impôts monstrueux payés par les Français. Aujourd'hui, qui est le plus concerné ? Est-ce que tous les profils socio-économiques, finalement, sont concernés ? Et est-ce que, du coup, forcément, ça se répercute sur le pouvoir d'achat des Français ? Alors là aussi, c'est une grande arnaque. Grande arnaque qu'entretiennent un certain nombre d'élus depuis trop longtemps. L'arnaque, elle est simple, consiste à dire qu'ils disent dans les médias que seuls les Français qui paient l'impôt sur le revenu
justement, paie des impôts. Et donc, autrement dit, le Français de la rue se dit « Ah ben moi, je ne paie pas l'impôt sur le revenu, donc je ne suis pas un contribuable ». Alors qu'en fait, la particularité de la France, c'est qu'en fait, on paie des impôts tout au long de sa vie. On paie des impôts naturellement sur ce qu'on gagne, tout le monde le sait. On paie des impôts sur ce qu'on achète. Vous achetez une maison, vous avez des droits très importants, ce qu'on dit les droits de notaire, mais en fait, plus de 90%, c'est en fait de l'argent qu'on donne à l'État. Vous payez des impôts sur ce que vous avez, typiquement la taxe foncière, typiquement la taxe d'habitation. Vous payez des impôts sur ce dont vous héritez, mais surtout, vous payez des impôts sur ce que vous achetez. Donc vous achetez demain du pain à la boulangerie, vous payez de l'impôt, puisque vous avez cette fameuse TVA, qui est la première recette de l'État, et dont les recettes ont explosé avec l'inflation, puisque c'est un pourcentage du prix de vente. Donc tous les Français paient des impôts tout au long de leur vie. Et dire aux Français, ben voilà, vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, donc vous ne payez pas de taxes à l'État, c'est un mensonge éhonté. Tous les Français, et c'est un des messages qui est le nôtre depuis longtemps, tous les Français doivent se préoccuper de l'argent public, puisque tous les Français paient d'une manière ou d'une autre, par des taxes, par des impôts, ou encore par des cotisations, de l'impôt, enfin donnent de l'argent à l'État. Donc c'est une préoccupation, et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il suffit de lire la Constitution française, et l'article 15 le mentionne, en disant que tout Français doit demander des comptes à son administration, et nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les Français pour que chaque Français demande des comptes à ses élus sur l'argent qui est utilisé, puisqu'encore une fois, tout le monde paie des impôts. Emmanuel Macron se targue constamment de dire qu'il n'a pas augmenté les impôts. Du coup, avec ce que vous dites, est-ce réellement le cas quand on voit les taxes aujourd'hui qui sont appliquées sur différents produits, que ce soit les produits à la boulangerie, dans les rayons de supermarché, ou même à la station-service? Alors, Emmanuel Macron, effectivement, a baissé des impôts sur les particuliers. Je pense évidemment à la taxe d'habitation, mais c'est là aussi une espèce de tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'il prend de l'argent d'un côté, il récupère de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ? Il a supprimé la taxe d'habitation, mais on voit les taxes foncières exploser. Et sans propriétaire, il n'y a pas de locataire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Les propriétaires vont augmenter les loyers. Et donc, du coup, même les locataires vont être, en quelque sorte, impactés négativement par la suppression de cette taxe d'habitation sur les résidences principales. Sur les entreprises, il a aussi baissé l'impôt sur les sociétés. Mais globalement, on en parlait tout à l'heure, l'État, en 2002, n'a jamais collecté autant d'argent. On en a parlé tout à l'heure, à plus de 45% de taux d'imposition si on le rapporte au PIB. Donc, c'est faux de dire que Emmanuel Macron a baissé les impôts. L'État n'a jamais collecté autant d'argent que l'année dernière. Ils ont contourné un petit peu le système. Alors, là aussi, il faut dire la vérité sur les impôts en France. Le discours des élus, c'est toujours de dire on n'augmente pas les impôts. C'est une manière de voir les choses. Mais la stratégie, elle est simple. C'est qu'en fait, ils baissent les impôts, enfin, ils ne touchent pas aux impôts, qu'on voit tous, typiquement l'impôt sur le revenu, ou ils le baissent légèrement. Mais en revanche, ils inventent des taxes. Première stratégie, des taxes sur les particuliers et sur les entreprises. Deuxième astuce, c'est qu'ils rognent de plus en plus sur ce qu'on appelle les niches fiscales. Niche fiscale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, très concrètement, sur un certain nombre de dispositifs, on paie tellement d'impôts que l'État a prévu quand même des dépenses qui nous sont déduites des impôts ou qui nous sont redonnées sous forme de crédit d'impôt. Encore une fois, une mécanique extrêmement compliquée. Et ce que fait l'État, c'est qu'il rogne de plus en plus. Le dernier exemple, c'est la prime d'activité. Et l'État fait en sorte en supprimant des niches fiscales, officiellement, il dit j'ai pas augmenté les impôts. Mais enfin, concrètement, quand vous étiez éligible à une niche fiscale et qu'elle disparaît ou qu'elle est rognée, demain, vous allez payer davantage d'impôts. Donc, c'est des stratagèmes pour toujours faire croire aux Français que non, les impôts n'ont pas augmenté, alors qu'en fait, les Français continuent d'être de plus en plus taxés. Alors, puisqu'on est aussi dans l'actualité chaude, brûlante avec les agriculteurs, vous en parliez tout à l'heure, on évoquait les taxes sur le carburant. Les agriculteurs qui sont en colère, qui bloquent aujourd'hui donc de nombreux axes routiers partout en France, vont voir le GNR, le gazole non routier, être progressivement taxé d'ici 2030. Est-ce qu'on peut dire que l'État met volontairement en péril la filière agricole pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses? Est-ce qu'il y a ça aussi? Alors, je vous parlais tout à l'heure de techniques
pour augmenter les recettes de l'État, eh ben, la taxation du gasoil non routier en est un exemple. Avant, c'était exonéré. Désormais, ce n'est plus le cas. Résultat des courses, les professionnels du secteur vont voir leur charge exploser. Et il y a un dicton que j'aime bien, c'est-à-dire la vache ne paie jamais la taxe sur le lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les entreprises qui voient leur charge augmenter, en fait, ce n'est pas elles qui paient l'impôt en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elles font? Elles répercutent sur le prix des produits qu'elles vendent les charges qu'elles ont en plus. Donc, autrement dit, ce qui va se passer quand vous augmentez les charges des entreprises, eh ben, en fait, c'est le consommateur, le Français de la rue, qui va en fait payer cette augmentation de charges, puisque l'entreprise va augmenter ses prix dans les rayons du supermarché. Les agriculteurs, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils vivent en fait ce que beaucoup de Français vivent, sauf que eux sont, tellement exaspérés vous savez qu'il y a un nombre de suicides extraordinaires dans cette belle profession. Et en fait, les agriculteurs vivent ce que beaucoup de petits commerçants vivent. Et en fait, ils sont victimes de deux travers monstrueux français. Un, beaucoup d'impôts, ils le disent, leurs charges explosent, notamment à cause des impôts. Et deuxièmement, la réglementation. La France se caractérise par un nombre de normes incalculables. On continue toujours de créer des normes, on n'en supprime jamais. Et les agriculteurs ont deux revendications. Ils veulent mieux vivre, donc autrement dit, moins de charges. Et ils veulent moins de réglementation. On voit aujourd'hui toutes les réglementations auxquelles ils sont soumis. Pareil, souvent sous prétexte de lutter de lutter contre ces fameux, de promouvoir une certaine écologie, dont on va finir par nous dégoûter, parce qu'en fait, pour de plus en plus de Français, l'écologie, maintenant, c'est de plus en plus de taxes, et on voit un vent presque de bon sens qui se lève, puisque les Français ont compris que plus on allait de manière à marche forcée vers plus de contraintes écologiques, dites écologiques, et en fait, on pénalisait très concrètement l'économie française. Aujourd'hui, on voit que les agriculteurs, par exemple, ont des normes de plus en plus folles sur, notamment les éleveurs, sur la manière dont ils doivent traiter leurs animaux. On voit de plus en plus de professionnels qui voient leur charge, et les agriculteurs en font partie, exploser parce qu'on leur demande d'avoir un certain type de matériel ou d'entretenir les haies d'une certaine manière. Justement, vous parlez des charges et je voulais rebondir là-dessus. Aujourd'hui, l'énergie fait partie de ces charges toujours plus taxées, une énergie qui augmente, les boulangers, les agriculteurs. Finalement, on est en train d'asphyxier les petites... pour rester même global, mais les petites professions, entre guillemets, artisanales. Le poumon de la France, qui est effectivement les petites et moyennes entreprises, d'abord, elles n'ont pas les moyens de se payer des avocats fiscalistes pour justement payer moins d'impôts. Donc c'est sur eux, en fait, c'est sur elles, que repose le gros des taxations. De la même manière que c'est sur la classe moyenne française, en fait, que repose le gros des recettes de l'État. Il y a effectivement une tendance sous prétexte de morale, de taxer de plus en plus, y compris les petits commerçants. Et en fait, regardez une des dernières mesures scandaleuses, qui est le zéro artificialisation, ce qui fait qu'en gros, on va mettre de plus en plus de contraintes dans les campagnes pour construire des bâtiments. Ça va être, on nous dit, c'est l'histoire du en même temps, on nous dit on veut réindustrialiser la France, et en même temps, on pose de plus en plus de contraintes à ceux qui veulent construire des bâtiments. On taxe de plus en plus, on l'a dit, les entreprises. Je pense notamment aux fameux impôts de production qui sont, tenez-vous bien, 4 fois supérieurs à l'Allemagne. Donc on paie des impôts de production qui sont assez simples. Les impôts de production, c'est des impôts que vous payez quelle que soit la marge que vous faites. Donc c'est des impôts qui sont basés à la fois sur votre masse salariale, mais aussi sur votre chiffre d'affaires, pour aller très vite. D'accord. Et donc du coup, il y a plein d'entreprises qui sont pénalisées par ces impôts, qu'elles doivent payer avant même d'avoir dégagé le moindre euro de bénéfice. Et donc vous avez de plus en plus de normes, de plus en plus d'impôts, et en même temps vous demandez aux entreprises de s'installer en France, ou en tout cas de revenir en France. C'est quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, on a des entreprises qui sont très inventives. Donc la recherche fonctionne en France, mais en revanche la production, c'est-à-dire l'industrialisation de cette recherche, de ces inventions, elle se fait à l'étranger, ce qui est dramatique. Donc en gros, pour résumer, on est passé d'une nation d'ingénieurs à une nation de juristes.
On inventait beaucoup, on produisait en France. Aujourd'hui, on ne fait que produire des normes. Donc aujourd'hui, en France, on impose de plus en plus de contraintes aux petites entreprises, aux moyennes entreprises. Elles sont en difficulté, elles ont de plus en plus de charges, elles n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins. Et dans le même temps, on importe des produits depuis l'étranger. Exactement. Et c'est ça, c'est ce que disent les agriculteurs, c'est qu'en fait, on leur impose des normes. Et alors on voit tout sur nos étals dans les supermarchés ou dans les petits commerçants que nous voyons, nous fréquentons, des normes auxquelles justement les étrangers ne sont pas soumis. Donc il est évident que nos agriculteurs sont complètement exaspérés. Vous parlez de l'énergie, c'est pareil. L'augmentation du prix de l'énergie, il n'est pas tombé du ciel. Elle n'est pas tombée du ciel, pardon. On est dans un marché européen dont on sait que l'électricité notamment, et le prix de l'électricité est basé sur le prix du gaz. On a vu l'Espagne et le Portugal qui sont sortis de ce fameux marché européen. Je crois qu'on devrait avoir des discussions, on devrait en parler. De la même manière, l'augmentation des 10% là, qui est prévue cette année sur le prix de l'électricité, c'est le résultat d'accords européens. Il faut en parler. Il faut, je crois, que nos dirigeants fassent preuve d'une transparence et qu'ils expliquent objectivement pourquoi les prix explosent. Beaucoup disent qu'il faudrait sortir du marché européen de l'énergie. Il faudrait le faire. En tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est que les pays qui n'ont pas mis en place ce fameux bouclier tarifaire ont une inflation qui est souvent moindre que la nôtre. Je pense à l'Espagne, par exemple. Donc sortir du marché européen, je pense que ça relève du bon sens, mais on est tellement tenu par des traités, on est tellement aussi tenu par, je crois, et là on revient sur le sujet de la dépense publique, par une certaine lâcheté de nos élus, qui n'osent pas dire aux Français la situation telle qu'elle est, et donc du coup expliquer pourquoi on est tenu par des engagements et par un manque de courage politique qui fait que, oui, pour baisser la dépense publique, il faudra faire des mécontents. Et on a tellement drogué les Français à cette dépense publique qu'aujourd'hui, il est très difficile pour nos élus, alors que ce sont eux les responsables, de revenir sur des subventions, sur des financements, sur des services publics. Et donc, je ne crois pas que ce soit congénital aux Français d'être drogués à la dépense publique. Je crois que c'est plutôt nos dirigeants qui nous ont bêtement habitués à nous donner de l'argent presque pour un oui ou pour un non. Et aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'un courage certain pour dire aux Français que tout n'est pas possible et que non, l'État ne peut pas tout financer. Donc concrètement, aujourd'hui, comment pourrait-on faire pour réduire cette dette ? Alors, moins de dépenses publiques ? Alors, moins de dépenses publiques. Pardon, je vous coupe, mais derrière, quid peut-être des services publics qui aujourd'hui demandent encore plus de moyens pour subvenir à leurs besoins ? Alors, encore une fois, sur 1000 euros de dépenses publiques, vous n'en avez que 60 euros qui est consacré aux régaliens. Donc déjà, renforcer les budgets des régaliens. De toute façon, on voit bien. Vous allez dans un commissariat de police, ils ont encore quasiment le Minitel, où ils ont des photocopieuses qui ne fonctionnent pas, des ordinateurs qui dysfonctionnent. Vous allez dans un hôpital, c'est pareil. Vous allez à l'école et vous voyez que les résultats ne sont pas là. Les derniers classements internationaux sont catastrophiques. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, il y a malheureusement qu'un seul service public qui fonctionne très bien, c'est celui des impôts. Là, pour le coup, l'État arrive à très très bien récupérer l'argent des Français. Donc très concrètement, parmi les pistes, il y aurait 1000 pistes, parce que ce qui est difficile en France, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire, regardez, la France, c'est une espèce de maison avec plein de tuyaux dans tous les sens. Et ce serait trop facile de dire, en gros, vous voyez, il y a ce tuyau qui est percé et qui est responsable de beaucoup de gaspillage en France. La difficulté de la France, c'est qu'en fait, on dépense un peu partout, plus que nos voisins européens. Donc vous avez une multitude de tuyaux avec des petits trous par-ci par-là auxquels qu'il faut réparer. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, donc il faut faire des efforts un peu partout, parce qu'on dépense encore une fois un peu partout, plus que les autres pays européens. Il y a quand même 2-3 dépenses qui sont très importantes. Typiquement, le nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, on a à peu près, ou en tout cas dans la sphère de la fonction publique, fonctionnaires et contractuels, plus de 5 millions, à peu près 5,2 millions, 5,5 millions d'agents de la fonction publique. C'est trop par rapport à nos pays européens. On voit bien, notamment, qu'à cause d'une réforme catastrophique qui est celle des 35 heures dans les années 2000, on a été obligé d'embaucher beaucoup de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique surtout hospitalière, mais aussi au niveau des collectivités locales. En 20 ans, plus 44% d'embauche dans les collectivités locales, plus 35% d'embauche dans les hôpitaux, plus 6% dans la fonction publique d'État. Donc le pôle fonctionnaire
comment dire, une source de dépenses qui est très importante. Et pourquoi elle est très importante aussi? Parce que justement, on en vient au même sujet, l'État s'occupant de tout et aime bien produire des normes, eh bien, on se retrouve avec une fonction publique qui est énorme. Ensuite, vous avez les frais de fonctionnement qui sont très importants. Vous avez ce qu'on appelle la suradministration. C'est-à-dire qu'en gros, combien nous coûte la production des services publics? Et là, les chiffres sont assez extraordinaires. L'OCDE estime que vous avez à peu près une suradministration qui nous coûte en France 70 milliards. Donc en fait, en gros, simplement la production des services publics nous coûte très cher. Et puis, je crois qu'il faut poser la question du périmètre de l'État. En gros, il faudrait, je crois, faire une espèce de grande consultation nationale pour demander aux Français, voilà, pour vous, l'État doit s'occuper de quel secteur? Et parce que justement, on est arrivé à une situation, vous l'avez compris, financière qui est cataclysmique. Et donc, du coup, il va falloir se recentrer sur les missions principales de l'État. Et pour ça, il va falloir effectivement se débarrasser d'un certain nombre de services que produit l'État et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'assumer. Peut-on parler d'un système en sureffectif qui est en sous-régime? Alors c'est une très bonne formule. Aujourd'hui, pour prendre un exemple très simple, qui est celui des hôpitaux. On dit toujours qu'il manque de l'argent dans les hôpitaux. Je crois que le sujet, et on l'explique notamment, je crois, assez clairement dans le film, c'est le sujet des administrations. Aujourd'hui, vous avez 33%, 35% du personnel hospitalier qui travaille pour l'administration. En Allemagne, ils sont 25%. Donc vous avez plus de 30% de l'argent qui est consacré aux hôpitaux, qui est consacré à des gens qui produisent des normes ou qui exploitent ou non des reportings qui sont faits par les personnels soignants. Et vous avez une espèce de fracture de plus en plus importante dans les hôpitaux entre d'un côté le corps médical auquel on demande de faire beaucoup d'efforts sur les budgets, et c'est pour ça qu'ils sont mal payés. De l'autre côté, un personnel administratif qui explose en termes de personnel, typiquement la création des ARS, des agences régionales de santé qui embauchent à peu près 9000 personnes, et qui demande à longueur de temps du reporting au personnel soignant, qui passe aujourd'hui plus de la moitié de son temps à remplir des tableaux Excel plutôt qu'être devant des patients. Donc le problème de la France, c'est pas tant les moyens qui sont importants que la manière dont est utilisé l'argent. Autre exemple, dans l'éducation, vous avez 50% de la masse salariale qui concerne les enseignants. Donc autrement dit, vous avez 50% qui concerne du personnel administratif, alors qu'en Allemagne, vous avez 80% de la masse salariale de l'éducation nationale qui est consacrée aux enseignants. Donc il ne faut pas se plaindre des montants des dépenses publiques, il faut se plaindre plutôt de la manière dont est utilisé l'argent public. Et on le voit tous dans notre vie quotidienne, des gaspillages dans tous les sens, ça peut être des ronds-points, ça peut être du personnel qui est parfois pas très productif ou qui est embauché pour faire des tâches qu'on pourrait faire à une personne, on embauche 3 personnes. Vous voyez, il y a tout un mécanisme qu'il faut revoir, et pour ça, il faut du courage politique. Oui, et puis j'évoquais aussi cette formule par rapport à certaines administrations. On se plaint souvent des horaires d'ouverture. Les Français travaillent de 9h à 17h, les bureaux sont ouverts de 10h à 16h. Il y a aussi tout ça qui fait peut-être qu'aujourd'hui les Français sont agacés. Il faudrait réformer ce système-là également. Alors ça, c'est très juste. On a des services publics qu'on paie cher, on en a parlé tout à l'heure, pour un résultat qui n'est pas très satisfaisant. Et notamment sur les horaires d'ouverture. Alors là, il y a un petit espoir quand même avec l'introduction. D'ailleurs, ils font des tests dans certaines administrations avec l'introduction de l'intelligence artificielle qui aide considérablement les agents à traiter plus rapidement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Très concrètement, vous avez, je ne sais plus dans quel département, mais c'est une expérience qui a permis de gagner en gain de productivité, en efficacité, en rapidité, puisqu'aujourd'hui, les agents ont une réponse très rapide à donner aux administrés qui rencontrent tel ou tel problème administratif. Et ça, pour le coup, il faut absolument faire en sorte que les nouvelles technologies imbibent, et c'est le cas quand même de plus en plus, imbibent l'administration pour gagner en productivité. Et si on gagne en productivité, on aura besoin de moins de fonctionnaires. Et donc, du coup, la masse salariale de l'État pourra se réduire considérablement. Et je voulais juste rebondir aussi par rapport à l'hôpital, par rapport aux soignants. Les soignants, aujourd'hui, sont-ils devenus finalement les pantins de l'administration? Vous parliez de la paperasse, de toute la paperasse que doivent remplir ces soignants. Alors, le monde de la santé, c'est 3 blocs. C'est l'administration, on en a parlé. C'est le corps médical, encore une fois, sur lequel on repose tous les efforts aujourd'hui de gestion. Et puis, les patients. Et là aussi, il faut dire la vérité. Vous avez une administration qui explose dans le système de santé.
Et puis, vous avez aussi les patients à qui on demande de moins en moins. Par exemple, on est le pays d'Europe auquel le reste à charge pour le patient est le plus faible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 7%. Donc, sur 100% de dépenses, on demande en fait aux patients de dépenser 7 €. C'est un ratio qui est très bas, notamment vis-à-vis, encore une fois, de nos partenaires européens. Donc, demander un peu plus aux patients, ça ne me semble pas être un effort extraordinaire, d'autant que on devrait aussi faire une espèce de devoir de transparence pour que le patient français ou étranger comprenne bien le coût de la santé. C'est-à-dire que je crois qu'il serait important, plutôt que de dire aux patients, bon ben voilà votre carte et voilà les 7 € sur les 100 € de dépenses que vous devez payer, on devrait présenter aux patients le coût objectif de son passage dans tel ou tel service. Par exemple, lui dire que, comme une espèce de facture en disant, voilà, vous devez payer ça, mais sachez que vous avez, entre guillemets, votre acte a coûté à la collectivité tant. On apprendrait par exemple qu'un passage aux urgences, c'est à peu près 250 €, qu'un accouchement, c'est à peu près 4 000 €. Et donc du coup, finalement, faire prendre conscience, c'est je crois la première étape, faire prendre conscience aux Français du coût de la santé. C'est pas gratuit la santé. Et ce qui, je crois, déjà, ce premier travail de transparence serait salutaire. Et puis donc, deuxièmement, ne pas hésiter à faire contribuer un peu plus les Français à l'effort, mais à condition naturellement de traquer avec une extrême sévérité les fraudes. On ne peut pas demander aux Français des efforts sur la santé si on ne va pas chercher un à un les différents fraudeurs. Et Dieu sait comme il y a de la fraude, que ce soit en termes de fraude aux prestations sociales, donc des gens qui touchent de l'argent qu'ils ne devraient pas, ou alors de la fraude aux cotisations sociales. La fraude est absolument fondamentale et on voit bien qu'aujourd'hui, on va probablement augmenter la franchise médicale. Et ça va risque d'être très mal accepté par les Français pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on est tous prêts à faire des efforts, à condition que les tricheurs, ceux qui tirent sur la corde, soient identifiés. Et tant qu'on n'a pas mis le paquet sur la fraude, on ne pourra pas demander aux Français des efforts sur notamment le reste à charge. Alors, on reviendra sur la fraude juste après. Vous parliez des accouchements qui coûtent 4 000 €. Emmanuel Macron a récemment évoqué son projet de réarmement démographique. Là encore, on peut parler de coûts supplémentaires avec de l'argent qui peut encore creuser la dette publique. Alors oui, mais je crois que le sujet de la natalité, on peut avoir, en gros, il y a deux visions qui se complètent. Il y a la vision comptable, et on voit bien que le fait de ne pas aider les familles financièrement, notamment depuis François Hollande, qui a mis fin à l'universalité des allocations familiales, qui a réduit encore le plafonnement du quotient familial, bref, qui a contraint le budget des familles qui font des enfants, on voit bien qu'il y a un décrochage sur la natalité. Donc oui, les incitations fiscales sont importantes pour un certain nombre de familles. Et après, il y a l'autre versant qui, je crois, est plus important, qui est en fait la confiance dans l'avenir. Pourquoi les Français ne font plus d'enfants ou moins d'enfants qu'avant? C'est aussi parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Si vous leur promettez, si vous réussissez à stimuler la croissance française, vous arriverez à faire remonter le taux de natalité. Et le taux de natalité, c'est très important, puisque comme vous le savez, il y a un certain nombre de dispositifs, je pense notamment à la retraite, qui est basé sur la répartition. Et on a besoin d'avoir des enfants en France pour ne serait-ce que poursuivre, ou en tout cas ne pas voir ce système complètement tomber à l'abandon, qui est le système de répartition. Il faut des cotisants en face de gens qui bénéficient. Donc il faut des cotisants en face de retraités. Il faut de toute façon, il faut réformer le système des retraites, ça c'est fondamental, notamment en introduisant de la capitalisation, parce qu'on n'a plus les moyens, puisque très concrètement, on n'a plus autant de cotisants qu'il faudrait pour des retraités. Donc de toute façon, le système, il ne tient pas. Il faut trouver d'autres moyens de financement. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas incompatible avec le fait de vraiment relancer la natalité. Et pour ça, il faut aider les familles qui ont des enfants. Parce que les enfants, ils vont travailler demain et donc du coup, ils vont cotiser. Et il faut surtout faire en sorte de stimuler au maximum la croissance pour que les Français aient confiance dans l'avenir et donc du coup, se disent qu'ils ne vont pas laisser que leurs enfants, je veux dire, vont pouvoir avoir une vie, on l'espère, au moins aussi bonne que la leur. Vous parliez tout à l'heure des fraudes. Quelle fraude fait
perdent le plus d'argent à l'État? Alors vous avez deux types de fraude, la fraude fiscale, la fraude sociale. La fraude fiscale, elle est toujours assez difficile, enfin les deux d'ailleurs sont assez difficiles à chiffrer. On va dire qu'on est à peu près sur 100 milliards, 100 milliards si on met les deux ensemble. 100 milliards, pour vous donner une idée, le déficit de la France, c'est à peu près entre 130 et 150 milliards par an. Donc vous voyez, on est quand même sur des ratios intéressants. Le budget de la justice, c'est 10 milliards. On est à peu près sur 10 fois le budget de la justice en termes de fraude. Et ça, on voit que c'est aussi politiquement difficile. Je pense notamment à la fraude sociale, donc la fraude aux prestations ou la fraude à la sous-déclaration, aux cotisations. Dans un cas, c'est donc des gens qui perçoivent de l'argent alors qu'ils ne devraient pas en percevoir. Dans l'autre cas, c'est des gens qui font une sous-déclaration d'activité. Donc du coup, ils paient moins d'impôts parce qu'ils paient moins de cotisations. Et je crois que notamment la fraude sociale, qui est très importante, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce youtubeur qui, il y a quelques mois, avait fait le buzz sur Internet en expliquant qu'il fraudait l'allocation adulte handicapé et qu'il pouvait aider ceux qu'il souhaitait à leur dire comment faire pour toucher ces fameux à peu près... Ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus, je crois qu'ils touchaient à peu près 1 600 € par mois. Avec les et ils jouent du système. Et en fait... tant qu'il y aura ce genre d'énergumène ou tant qu'il y aura encore une fois des fraudeurs qui prospèrent, les Français ne seront pas prêts à faire les efforts auxquels ils vont être amenés à pourvoir. Et c'est aussi parce que vous avez un certain nombre d'allocations qui sont versées quelle que soit votre condition. Typiquement, le RSA, tout le monde y a droit. L'allocation adulte handicapé, si vous êtes handicapé évidemment, vous y avez droit. Le minimum vieillesse, vous y avez droit. Donc il y a un certain nombre d'allocations qui sont versées en fonction de la situation et pas en fonction de vos cotisations. Et là, notamment sur ces allocations, il faut être, je crois, extrêmement strict. Sauf que, si vous allez sur ce terrain-là, on vous dira « Ah, mais vous allez faire la chasse aux pauvres ». Alors qu'en fait, c'est pas trop passif. C'est pas exactement. Et en fait, en gros, vous avez aujourd'hui un gros problème qui est cette dichotomie de plus en plus importante entre la France qui travaille et la France qui ne travaille pas. Et vous avez un divorce qui est en train de se consumer de plus en plus, de manière de plus en plus flagrante, avec des classes moyennes qui ont l'impression de bosser de plus en plus, et qui ont en face d'elles des gens qui profitent du système et qui ont bien compris que la France étant extrêmement généreuse, ça va de l'AME en passant par des allocations qui sont versées et qui typiquement par exemple des allocations chômage qui sont versées à des gens qui objectivement ne cherchent pas de travail. Et donc du coup, vous avez une espèce de mécanique générale d'assistanat qui se généralise avec des Français qui ont très bien compris qu'à partir d'un moment, ils n'ont pas intérêt à travailler parce que s'ils continuent à travailler, eh bien, ils perdent des allocations et des droits. Là, aujourd'hui, je voyais un petit chef d'entreprise qui m'expliquait l'autre jour que c'était difficile maintenant de recruter des gens à temps plein pour des tâches pour des bas salaires. Pourquoi ? Parce que les Français ont compris qu'en gros, le taux optimal pour travailler était de 28 heures. Au-delà de 28 heures, donc autrement dit, ce n'est pas un temps plein, au-delà de 28 heures, vous perdiez le droit à beaucoup d'allocations. Et donc, du coup, c'était plus intéressant de travailler au-delà de 28 heures. Donc, il se plaignait qu'il avait en face de lui des gens qui font des choix rationnels. Les Français ne sont pas des gens, sont pas des fous. Ils se disent très simplement, au-delà de 28 heures, je perds ses droits, donc j'ai intérêt à ne travailler que 28 heures. Lui cherchait des salariés à temps plein, il a du mal à les trouver. Et de la même manière que vous trouvez des médecins, un certain nombre de professions qui s'arrêtent de travailler le jeudi soir, parce qu'ils ont compris qu'au-delà de jeudi soir, eh bien, donc le vendredi, ils travaillaient 100% pour l'État. Donc c'est une espèce de mécanique de dissuasion au travail auquel il faut absolument mettre fin, sinon la France va vraiment mourir. Avec sa nouvelle politique sur le RSA, la France cible-t-elle les bonnes personnes? On le sait, certains agriculteurs touchent le RSA et les agriculteurs sont inclus dans ce système d'activité obligatoire que veut mettre, hebdomadaire, que veut mettre en place l'État. Est-ce que du coup la France cible-t-elle les bonnes personnes quand elle met en place ce genre de système? Alors, qu'il y ait une espèce de minima garantie, ça, je pense que ça se discute. Ce qui est extraordinaire pour les agriculteurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui gagnent effectivement 500 € par mois. Donc, je vous parlais de la dichotomie entre les gens qui travaillent, exactement, qui travaillent et qui gagnent peu
notamment à cause des charges qui sont très importantes. Et des gens qui vivent de l'assistanat, il faut bien comprendre que c'est un problème majeur. Pour le pouvoir d'achat, qui est encore une fois une préoccupation extraordinaire des Français, et à raison, il faut comprendre pourquoi le pouvoir d'achat est si bas. Il faut comprendre pourquoi les salaires sont si bas. C'est parce que les charges sont très importantes. Il faut comprendre que sur ce que coûte un salarié à un entrepreneur, à un dirigeant d'entreprise, le salarié n'en touchera que 60%. Pourquoi ? Parce que vous avez des charges salariales qui sont très importantes et vous avez des charges patronales qui sont très importantes. Pour un salaire brut, pour donner des chiffres très simples, pour un salaire brut pour un salarié de 100 €, le salarié n'en touchera que 80 dans sa poche, avant impôt, donc il aura 20% de charges sociales salariales. Et le patron devra payer, en plus de ces 100 €, 40 € de charges patronales. Donc vous avez aujourd'hui des charges qui sont démentielles. Et je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie du débat sur les charges à la fois sociales et patronales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Avec un marché, je crois, qui devrait être assez juste de dire aux Français, voilà, on remet en cause le système de prestations, c'est-à-dire très concrètement, on baisse les charges sociales, on baisse les charges salariales, donc il y aura moins de prestations. Mais en échange, on augmente les salaires. Et je suis convaincu que si vous mettez en place ce système-là, les Français préféreront gagner plus, quitte à avoir moins d'allocations, que de garder le système en état qui finalement ne satisfait absolument personne. Je vais en revenir à la dette pour conclure, parce que voilà, ça fait un petit moment déjà que nous échangeons sur tout cet aspect économique. Aujourd'hui, du coup, concrètement, qui paye la dette et qui va payer la dette dans les années à venir ? Là, pour le sujet de la dette, on est vraiment arrivé à un point de rupture. On l'a dit, la dette ne cesse d'augmenter, les déficits explosent. Là, on a vu que pour le dernier trimestre 2023, on est à 190 milliards de déficit. Enfin, c'est encore plus que du temps du Covid. Enfin, je veux dire, là, on est dans une situation et là aussi, on nous cache la vérité. Donc, il faut dire la vérité aux Français. Le pays va mal, les finances publiques sont catastrophiques. Pourquoi je vous parle de point de rupture ? C'est parce qu'on est arrivé à un niveau où d'ici quelques mois, alors on ne sait pas si en 2024 ou en 2027, la charge de la dette représentera 70 milliards. 70 milliards, c'est exactement le budget que la France consacre à l'éducation nationale. Donc autrement dit, d'ici quelques années, on va consacrer autant d'argent à rembourser juste les intérêts de la dette. Je ne parle pas du capital, juste les intérêts. On va, en quelque sorte, pardon de dire le thème, mais on va gaspiller 70 milliards par an. 70 milliards qui ne pourront pas servir pour d'autres dépenses plus importantes. On a parlé de la sécurité, par exemple, tout à l'heure. Donc, quand les Français vont comprendre que le premier poste budgétaire de l'État, c'est de rembourser nos créanciers, encore une fois, uniquement sur les intérêts, je crois que les Français vont vraiment être encore plus préoccupés naturellement, mais plus exigeants vis-à-vis de leurs élus sur une bonne gestion de l'argent public. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la France emprunte à des taux d'à peu près, hier j'ai regardé, c'était à peu près 2,6%. C'est beaucoup plus qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les marchés sont inquiets sur la manière dont est gérée l'économie de la France. Il y a un certain nombre de critères qui déterminent le taux d'intérêt, mais parmi ces critères, il y a l'inflation et puis surtout, il y a l'état des finances publiques. Tant qu'on ne fera pas le ménage dans les dépenses publiques, dans la gestion de l'argent public, on aura des taux élevés. Et plus on a des taux élevés, par définition, plus la charge de la dette va continuer d'augmenter. Ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, depuis 1998, depuis donc Dominique Strauss-Kahn, on emprunte, il y a une partie de la dette, 10%, qui est basée sur l'inflation. Résultat, donc vous l'avez bien compris, quand vous avez peu d'inflation, en gros c'est intéressant, mais quand vous avez beaucoup d'inflation, ce qu'on a depuis 2 ans, eh bien la charge de la dette, donc c'est-à-dire les intérêts explosent. Et donc on se retrouve avec, encore une fois, une charge de la dette qui explose, simplement parce que des décisions politiques ont été prises. On gère mal notre argent, donc du coup on est constamment obligé de devoir se tourner vers les marchés financiers. On va devoir emprunter une somme jamais empruntée sur les marchés financiers en 2024 pour payer les déficits, pour payer la dette. Et 2, on refuse de revenir sur cette partie de la dette indexée sur l'inflation. Et donc, du coup, on se retrouve avec une charge de la dette qui va être de plus importante et que devront payer nos enfants et petits-enfants. C'est donc pas responsable. Je crois que la responsabilité qu'on doit avoir, c'est de
demander à des élus d'arrêter la dette et d'arrêter d'augmenter les impôts. Est-il possible que la France se mette à dos ses créanciers ? Alors la vraie difficulté, c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, on a un tel écart entre ce qu'on dépense et nos recettes qu'on doit se tourner vers les marchés financiers, justement, pour collecter cet argent qui nous manque. Donc, si on se met à dos, justement, les marchés, c'est-à-dire que si on continue cette fuite en avant de la dépense publique non maîtrisée, eh bien, comme vous le savez, la finance, c'est la confiance. Donc, si on perd la confiance des créanciers, eh bien, on ne pourra plus payer demain nos fonctionnaires. Ou alors, et là, on se retrouvera dans une situation très compliquée, nos créanciers vont commencer à nous dire, et d'ailleurs, c'est un peu le cas avec l'avenue Montaigne en ce moment, dire, attendez, je vous prête, mais dans ce cas-là, vous me vendez des actifs. C'est ce qui s'est arrivé à la Grèce, qui a dû vendre une partie du port du Pirée aux Chinois, qui a dit, et donc du coup, qui acquiert en gros les bijoux de famille des États qui sont surendettés. Troisième possibilité, là vous avez effectivement le FMI qui vient vous voir et qui vous impose des règles. Donc là, vous n'êtes plus maître de votre destin. Moins vous gérez votre budget comme une famille. L'État devrait être géré comme une famille. Moins vous gérez de manière consciencieuse votre argent, plus vous êtes tributaire des créanciers. Créanciers qui, faut-il le rappeler, sont à 50% des étrangers en France. Donc vous avez 50% de la dette, notamment via des assurances-vie qui appartiennent aux Français, et les autres 50% qui appartiennent à des étrangers. Donc vous êtes effectivement, plus vous endettez, plus vous êtes à la merci de vos créanciers, comme un responsable de famille qui gère mal son argent ou qui a des problèmes et qui est du coup à la merci de sa banque. On est dans cette situation-là. Si on veut retrouver des marges de manœuvre, il faut absolument rationaliser et se préoccuper de la dépense publique. Et je crois que, et c'est le message qu'on veut faire passer au moment des élections, il y a plein de critères qui sont importants, je crois, au moment de choisir pour qui on va voter. Il y a le sujet de l'éducation qui est fondamental. Il y a le sujet de l'immigration qui est fondamental. Il y a le sujet il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants, de la politique étrangère, le cas échéant. Mais le sujet d'une bonne gestion de l'argent des Français doit être un critère fondamental pour choisir les dirigeants. Ce sera ma dernière question. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années ? Alors, la France est sur une ligne de crête. Très concrètement, soit on réforme là dans les mois ou dans les années qui viennent, et à ce moment-là, on peut redresser le pays. Il y a des pays qui ont réussi à redresser leurs finances publiques. C'est ça qu'il faut dire. Le Portugal, par exemple, empruntait à 14% dans les années 2000. Aujourd'hui, ils empruntent au même taux que nous, c'est-à-dire à peu près entre 2,5% et 3%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait les réformes qu'il fallait. L'Allemagne des années 2000 a fait des réformes fondamentales qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un taux d'endettement de 65% du PIB, quand nous, on est à 110%. Le Canada, dans les années 90, a fait les réformes qu'il fallait. Les pays du Nord ont fait aussi des réformes qu'il fallait. Autrement dit, la chute économique de la France n'est évidemment pas une fatalité. Seulement, il faut que les Français demandent des comptes à leurs élus et que ces élus aient la force, pour le coup, de faire les réformes indispensables pour le pays. Sinon, on va continuer notre chute. Un dernier chiffre. En 1990, le PIB, on était 6e dans les classements mondiaux de richesse par habitant. Aujourd'hui, on est 26e. La France continue de s'enfoncer dans tous les classements. Les seuls classements dans lesquels on est champion du monde, c'est la fiscalité et les dépenses publiques. Je ne crois pas qu'on puisse s'en glorifier. Merci Benoît Perrin d'avoir été avec nous sur Omerta. Merci à vous, merci pour votre invitation. Et on le rappelle, vous êtes directeur de Contribuables Associés. Vous avez publié un documentaire sur YouTube qui s'appelle 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Un documentaire qui cumule aujourd'hui plus de 1 500 000 vues en 2 mois. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis j'invite tous les spectateurs d'Omerta à aller se rendre sur notre chaîne YouTube pour effectivement le visionner. Et merci à vous qui avez regardé cette interview jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, Omerta a aussi une application que vous pouvez retrouver sur l'App Store et sur Google Play. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, abonnez-vous pour profiter de contenus exclusifs. À très vite.